Arrêtez de vouloir prédire les tendances pour 2024, il y a des gens et des agences payés pour le faire. Presque toutes les tendances que vous allez voir surgir cette année ont été pensées 2 ou 3 ans auparavant. Alors dit comme ça peut vous faire penser à un certain film, et pourtant les bureaux de style, aussi appelés bureaux des tendances ou agences de prospective, travaillent en ce moment sur les tendances de 2026 à 2034. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui découvrent la chaîne. Aujourd'hui on s'intéresse aux agences de style, à ceux qui créent les tendances en amont, bien avant qu'on ait toutes ces recommandations de ce qui va être tendance ou non, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Et ça peut être des agences comme Péclair Paris, Promostyle ou Promostyle, je ne sais pas trop comment on le prononce, fondée en 1966, et enfin l'agence de Nelly Rodi, fondée en 1985. Ce ne sont pas les seuls sur le marché, c'est simplement pour vous donner quelques exemples. Les agences de style, je ne connaissais pas du tout avant de faire ces recherches. J'espère que cette vidéo vous permettra d'en apprendre un peu plus sur qui font les tendances, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Les bureaux des tendances étudient le comportement des consommateurs, ce qu'ils aiment et leur manière de vivre. Ils sont à la recherche de signaux faibles, ça peut être l'émergence d'un style dans une ville, une nouvelle façon de consommer, une boisson, un plat qui devient tendance, un lieu qui est très à la mode, ou encore une couleur, l'émergence d'une vibe différente, quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'ailleurs, si 2024 s'annonce littéralement comme une cerise sur le gâteau, puisque c'est vraiment la couleur qui va être mise à l'honneur, le rouge cerise, vous pouvez déjà commencer vos recherches pour 2025, puisqu'apparemment c'est le bleu clin qui va être absolument partout. Toutes leurs observations se font dans la rue, il y a cette envie de trouver un style qui a encore une identité, qui n'a pas été porté par tout le monde et complètement aseptisé. Pour faire simple, les tendances peuvent être divisées en 2 catégories, les codes montants et les codes descendants. Les codes descendants, ce sont tous les codes qui viennent des défilés et qui arrivent jusqu'à la rue. Et actuellement, ça va de plus en plus vite avec la fast fashion qui a une capacité à répliquer très rapidement ce qui sort des défilés. Alors cette vidéo ne va pas très bien vieillir, mais si on veut prendre l'exemple actuel, c'est vraiment l'esthétique de la maison Miu Miu, avec tout cet esprit très coquette, très girly, les petits nœuds, l'esprit bas les corps qui est vraiment à son apogée. Eux, ça ne les intéresse plus du tout puisque c'est littéralement ce qu'ils avaient prédit 2 ou 3 ans auparavant, et ils s'intéressent plutôt au code montant. Ils vont se tourner vers tout ce qui a encore une identité très propre. Ce qui les intéresse, ce sont tous les avant-gardistes, toutes les personnes qui vont créer autre chose, soit qui sortent complètement de la tendance, soit qui se l'approprient suffisamment pour la faire évoluer. Ils recherchent un style qui a encore une identité, qui n'a pas été porté et aseptisé par tous. Les chasseurs de tendance observent tout, partout dans le monde, à la recherche d'inspiration. Cette recherche mondiale devient de plus en plus subtile étant donné que le public est assez averti maintenant sur les questions d'appropriation culturelle et la ligne est fine entre l'appréciation et l'appropriation culturelle. Je pense pas que c'est quelque chose qui devrait être arrêté, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'ailleurs sans ça on n'aurait jamais eu les tabis de Margiela, mais il y a une aseptisation qui se fait lorsqu'on prend un vêtement et qu'on le transpose dans une culture totalement différente, il perd de son sens, de sa symbolique et de son histoire, mais on y reviendra plus tard. En plus des recherches visuelles, ils ont toute une équipe en base arrière composée d'ethnologues, de sociologues ou encore d'économistes. Ils cherchent vraiment à étudier tout le panel de ce qu'on va traverser dans une année, que ce soit des élections, des événements sportifs importants ou encore des tournées d'artistes reconnus. Une fois qu'ils ont toutes ces informations, ils vont pouvoir créer leur carnet de tendances. Ça se vend environ 3000 € chez Nelly Rodi et vous avez des prix similaires dans les agences concurrentes. Ces carnets comportent des harmonies de couleurs, des explications sur les différences entre les années précédentes et aujourd'hui, et puis ça regroupe également des textures qui vont être considérées comme importantes et ils vont être vendus à plusieurs clients. Il y a d'abord le domaine de la mode bien sûr, celui de la beauté et enfin celui de l'art de vivre. L'art de vivre regroupe beaucoup de choses, ça peut aller du design de vos prochaines assiettes jusqu'à votre destination de voyage. 4 temps vont être étudiés par les agences de tendance. Le premier temps, c'est celui sur lequel ils ont le moins d'emprise, c'est le temps des réseaux sociaux. Quelque chose qui va être fait de façon très fluide par quelqu'un qui va être posté et qui va tout de suite devenir viral. Ça rentre plus dans les signaux faibles que réellement dans les tendances, mais ça va quand même avoir une importance auprès des consommateurs pendant 2 semaines à 1 mois si on est vraiment très généreux. Ils étudient aussi les tendances au temps court, et là ça peut être tout le marketing qu'on a vu autour du film Barbie, donc on avait vraiment beaucoup de couleurs roses, et puis du jour au lendemain, plus rien. Ces tendances-là sont connues pour durer entre 6 à 8 mois. Ensuite, on a le temps moyen qui peut durer de 2 à 3 ans, et c'est aussi ce qu'ils appellent la tendance écume de mer, la scum trend, parce que c'est quelque chose qui reste en lisière et qui est quand même assez présent, puisque là ça dure entre 2 et 3 ans. L'esthétique mermaid core en fait partie puisqu'on l'a vu venir autour de 2019 et qu'elle est restée quand même assez longtemps. Et enfin on a le temps long, là c'est les tendances qui vont se marquer sur des temps vraiment importants de 5 à 10 ans, mais au-delà de ça c'est plus l'état d'esprit d'une population dans un temps donné qui va se transposer sur nos vêtements et sur notre manière de vivre. Pour l'industrie de la mode, ces carnets de tendances amènent un succès certain sur le marché et ça leur permet de savoir exactement ce qu'ils peuvent vendre. Le seul souci c'est qu'on perd beaucoup en créativité et même en direction artistique parce qu'il y a des maisons qui vont se conformer vraiment au carnet des tendances
et vont oublier un peu leur ADN. Et je trouve que la maison Jacquemus se retrouve un peu dans ce cas. Elle a sorti une collection très bas les corps. Cette esthétique bas les corps, on le retrouve chez la maison Repetto ou encore Simone Rocha, mais pas vraiment chez Jacquemus. On s'éloigne beaucoup de l'ambiance sud de la France, vacances, Marseille, qu'il avait réussi à instaurer avec ses premières collections. C'est joli, ça rend bien, mais ça ne fait pas immédiatement partie de ce à quoi on s'attend quand on regarde du Jacquemus. En fait, les carnets des tendances, ça permet de réduire le risque de ne rien vendre, mais ça formate aussi énormément ce qu'on va retrouver sur le marché. Et on se retrouve avec une très grande uniformisation de ce qui va nous être proposé. Le carnet des tendances est intéressant lorsque la tendance colle vraiment avec l'ADN de la maison originelle. Le premier carnet de tendance à voir le jour apparaît en 1961 et c'est la designeuse française Maïmé Arnaudin qui le crée. Elle se donne une mission importante, démocratiser le beau, auparavant réservé à une élite. Il y a ce livre Le beau pour tous qui détaille son parcours si vous voulez en savoir plus. Lorsqu'elle fonde son agence, Maïmé Arnaudin a une idée en tête, rendre le prêt-à-porter beaucoup plus intéressant. Bonjour Marnie. Elle a été journaliste au Jardin des Modes et elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle pouvait voir dans les défilés et dans la haute couture ne redescendait absolument pas dans la classe moyenne. Son agence, Mafia, elle la fonde avec Denise Fayol qui, elle, réalise des collections pour Prise Unique. Prise Unique, c'était l'ancêtre de Monoprix. Denise Fayol va d'ailleurs beaucoup s'intéresser à la mode américaine qu'elle va trouver abordable, populaire et facile à porter. L'agence Mafia a une très bonne réputation et elle finit par décrocher un contrat avec Les Trois Suisses. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'était un catalogue de vente par correspondance parce que oui, à un moment, on cochait des petites cases, on envoyait un papier et ensuite on avait nos vêtements. J'ai un peu connu cette époque, surtout avec les catalogues Cyrilus, parce que ma mère en faisait des commandes, mais c'est vrai qu'actuellement, ça n'est plus aussi populaire. À ce moment-là, Les Trois Suisses traversent vraiment une période très compliquée au niveau économique, et pour redynamiser les ventes, elles ont une idée de génie. Les grands noms de la haute couture n'ont qu'à s'associer au catalogue. Et c'est ainsi qu'Agnès B, Sonia Rykiel, Jean-Paul Gaultier et Azzedine Alaïa signent des collections pour Les Trois Suisses. C'est un peu l'ancêtre des collaborations entre H&M et les grands couturiers, d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ces collaborations représentent très bien ce que les agences peuvent apporter aux marques. Les bureaux des tendances doivent toujours chercher à amener une nouveauté afin que le consommateur ait envie d'acheter de nouveaux produits quand bien même il n'en a pas forcément le besoin. Et pour cela, ils vont chercher des idées originales et nouvelles partout à travers le monde. Ce point-là, ça amène certains questionnements autour de l'appropriation culturelle. La manière de s'habiller peut être connotée à un lieu, à un climat, à une activité ou encore à une communauté. Lorsqu'on voit ressurgir les baggy et les pantalons larges, ils sont associés aux années 90-2000 et surtout à la population noire américaine. Ça peut aussi faire écho à certaines subcultures. En soi, l'appropriation culturelle n'est pas à bannir. Là où elle me pose problème, c'est sur le manque d'informations qu'elle entraîne. En retirant un vêtement de son contexte, il est présenté à un nouveau marché, mais il perd tout son sens originel. Par exemple, en ce moment, on a la tendance de la slave girl. C'est une esthétique qui est fondée autour des chapkas, de la fourrure et de tout l'esthétique des femmes des années 90-2000 qui viennent des pays de l'Est. En fait, cette esthétique fait directement écho au trafic sexuel des femmes après la chute de l'URSS. La plupart des femmes des pays de l'Est n'avaient pas de ressources et la seule chose qui leur restait, pour beaucoup, c'était la prostitution. Et en soi, la tenue est très jolie, mais elle a un contexte économique et un contexte social qui est complètement effacé lorsqu'on le voit passer sur TikTok. Comprendre la mode, c'est aussi comprendre les codes, les messages et l'origine que véhiculent les habits. Et le fait de sortir un vêtement de son contexte et de le présenter à un public de façon totalement aseptisée, eh bien ça finit par lui retirer beaucoup de pouvoir. Et pour les consommateurs, ça leur donne une garde-robe très lisse en apparence, mais remplie de messages cachés qu'ils ne décryptent pas toujours. Chaque vêtement va avoir une histoire politique, sociale ou économique. On peut par exemple penser à l'esthétique cottage girl, qui là va plutôt faire la part belle à la romantisation de la vie à la campagne et une reconnexion avec mère nature. Certaines esthétiques font aussi directement opposition à d'autres. On peut par exemple penser à la messy French girl ou à la rockstar girlfriend, qui font la part belle à l'hédonisme, à la vie nocturne et à tout ce qui s'ensuit dans ces vies-là. Et puis ça vient contrer tout ce qu'on a pu voir ces dernières années avec la tendance that girl, qui elle prône plutôt la productivité, le fait de manger sain, et la tendance aussi girl boss, qui elle est liée directement au capitalisme. Enfin, la plupart des tendances sont là pour nous faire rêver, et en ce sens, je trouve que l'old money a bien réussi, puisque ça vend un mode de vie assez bourgeois, avec des vacances au ski l'hiver, et puis des vacances aux Caraïbes l'été, des cours de tennis dans la semaine et des écoles privées. C'est un mode de vie qui n'est pas atteint par tout le monde, et pourtant, ça a quand même réussi à bien rentrer dans la conscience populaire, tout simplement parce que cet idéal bourgeois renvoie une idée de stabilité et de luxe qui n'est pas désagréable. Ces esthétiques véhiculent des concepts qui ne sont pas nouveaux, pour certains ils ont déjà plusieurs centaines d'années et ce sont des courants philosophiques, mais ça permet vraiment de les vendre d'une nouvelle façon à la génération qui arrive. Un autre problème que pose l'appropriation culturelle, c'est le manque de prise en compte de
l'artisanat. Chaque vêtement a un sens, et là je pense plutôt aux gilets péruviens qui étaient devenus très tendance sur les réseaux sociaux après le confinement. C'était des gilets très colorés avec des dessins qui semblaient enfantins, mais chacun d'entre eux avait un sens, et ça, c'était peut-être pas forcément perçu par la plupart des consommateurs qui n'y voyaient qu'un vêtement assez ludique finalement. Et quand c'est repris par des usines de fast fashion, à ce moment-là, ça perd énormément de sens, car ils ne vont pas appliquer les mêmes codes, ils ne vont pas respecter tout l'artisanat qu'il y a derrière. Redonner du sens aux tendances, c'est les choisir en fonction de notre garde-robe, de notre mode de vie et de la façon dont on visualise notre style. Pour finir cette vidéo, je dirais que les tendances doivent vous servir et non l'inverse. Elles n'ont pas à vous prendre votre temps et votre argent. Si vous avez des choses qui vous plaisent sur certaines tendances, alors ça peut être intéressant de les faire entrer dans votre garde-robe. Pour autant, n'allez pas modifier intégralement votre garde-robe pour des choses qui seront datées d'ici 4 à 5 mois. Je pense que c'est aussi intéressant de se construire un style qui n'est pas basé sur les tendances, car vous savez que vous allez garder une certaine régularité et surtout que ça va développer votre propre goût en matière de mode. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt.